Merci de votre intervention. Je vous ai un peu embêté hier soir, je vais encore continuer à vous embêter, ce qui fait partie du rôle du président. Vous parlez de l'évolution des élites et vous vous êtes posé à la fin une question assez pertinente et à la fois, je trouve, paradoxale. Pertinente quand vous avez parlé des élites qui ont, avec leur rapport à l'institutionnel. Et je reprendrai ce que disait Yann Lebrun citant Pareto sur l'évolution naturelle. Premièrement, les élites de demain, c'est pas celles d'aujourd'hui. Pourquoi vouloir regarder avec les regards d'aujourd'hui des élites dont on n'a peut-être pas encore l'émergence? Alors j'avais deux réflexions à vous demander de partager. La première, est-ce que les élites d'aujourd'hui, ce ne sont pas les castes de demain? Deuxième question, comment peut-on repérer aujourd'hui les élites, c'est-à-dire les écoles, qui par définition sont en opposition au paradigme traditionnel? Sinon, s'ils n'apportent rien, ils n'innovent rien. Comment les repérer? Est-ce que vous avez pu repérer des écoles, des points particuliers ou l'émergence de facteurs qui laisseraient apparaître le delta, c'est-à-dire l'évolution? Est-ce que vous avez cette analyse, non pas de qu'est-ce que demain les élites nous apporteront, mais est-ce que demain on ne va pas voir émerger une nouvelle forme d'élite? Les élites évoluent par définition. Mais je tiens aussi à que vous répondiez à la question sur le rapport entre la caste et l'élite. Mais oui, mais en gros, moi, mon souci aujourd'hui, mon souci aujourd'hui, c'est sûr, il y aura de nouvelles élites. C'est sûr, elles formeront une caste. Mais quelle caste, j'en sais rien. Quand on regarde, ou alors, pour le coup, on serait dans un truc qui est une vraie rupture avec l'humanité. Parce que quand on regarde l'histoire, on parlait de l'Empire romain, des Grecs, tout ça. Au final, on coopte des gens, quand on est au pouvoir, pour conforter le pouvoir. Vous n'allez pas attirer des gens pour vous mettre des bâtons dans les roues. C'est la logique. C'est pas mécaniquement, c'est complètement rationnel. Moi, je vois pas encore. N'empêche que ce que je voulais dire, et c'est en préparant, on doit inventer un nouveau modèle. Moi, je me mets là-dedans. Je me dis, on va pas y arriver si on n'arrive pas à bien combiner ces questions de cette gestion des ressources de façon différente, cette répartition des ressources de façon différente, cette volonté de créer de la valeur de façon différente, etc. Si vous n'avez pas des gens qui portent ça, ben on continue comme on le fait maintenant, et ça va être de plus en plus difficile. On voudra optimiser le système qui est impossible à optimiser. Enfin, on a tout essayé. En tout cas, peut-être on peut encore faire des économies, mais c'est pas le problème. C'est pas ça qui changera les choses. Ce que je voulais dire, c'est qu'en gros, moi, mon souhait, c'est que les jeunes qui arrivent, qui sont porteurs de ce regard, rentrent le plus vite possible dans ces instances où on prend la décision, qui est cette confrontation de regard avec les anciens, on va dire les modernes, pour le dire de façon triviale. Et c'est ça, que cet échange-là se fasse correctement, parce que les arbitrages, ils ne sont pas simplement dans le regard des jeunes, ou en tout cas, ils n'ont pas la vérité. On doit vraiment connecter ces deux mondes pour pas qu'il y ait de rupture trop forte, pour que des décisions... on ne voit pas dans l'histoire, en tout cas, comme dit Brodel, 70% de nos gestes et nos comportements sont hérités du passé. Quoi qu'on en dise, on rentre dans l'avenir. Alors, c'est vachement intéressant quand le monde d'hier ressemble complètement au monde de demain. Vous avez toutes les clés pour vivre dans le monde de demain. Mais quand le monde de demain ressemble de moins en moins au monde d'hier, il faut réfléchir quand même à ce qui va se passer. Mais du coup, on a besoin de ça pour construire une autre façon de faire. Et un des trucs que j'ai oublié de dire et qui est pour moi très important, qui est global et qui concerne aussi la santé, c'est qu'on était jusqu'à maintenant sur des logiques d'offres. Parce qu'il fallait s'équiper, il fallait se soigner, il fallait s'éduquer. Et aujourd'hui, on bascule dans des logiques de demande où la question des usages est centrale dans les réflexions et dans les stratégies et dans les prises de décision. Et cette question des usages, et ça va très loin, c'est toutes les questions sur le design, la façon dont... vous voyez ça, là, cet objet, l'iPhone. Si on vous avait dit il faut lire une notice de 50 pages pour l'utiliser, personne n'aurait acheté l'iPhone. Or là, c'est intuitif. On rentre aussi dans ce monde qui est beaucoup plus intuitif. Et il faut mettre au cœur aussi des décisions
la question des usages. Et je renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure, qui m'interroge. Ce que moi j'ai appelé peut-être de façon exagérée la culture ingénieur hors sol. C'est que si vous êtes déconnecté de la réalité, comment vous allez prendre en compte cette question des usages? Donc, oui, la caste, ça fera une autre caste. Mais on s'en fout, moi, je m'en fous, c'est pas la question. Moi, mon souci, c'est maintenant comment on anticipe tout ce qui va se passer, comment les décisions qui vont impacter le développement de nos territoires demain intègrent toutes ces questions, ces usages, etc., et qu'il y ait de nouveaux acteurs, qui aient une autre façon d'aborder ces questions, sans que pour autant on les oppose. Et c'est pour ça que je dis, et on aura besoin, je pense que, et c'est là que du coup, j'espère qu'il y a en France, il y a des gens qui sont formidables. Je veux dire, sur les territoires, quand vous vous baladez en France, on dit, mais avec ce potentiel-là, on n'est pas capable on pourrait faire, mais 10 fois mieux. Et vous avez, du coup, je pense à des, entre guillemets, non plus des jeunes élites, mais des anciennes élites, ou en tout cas qui sont toujours élites, mais qui ont un certain âge, et qui pourraient être ces acteurs-là. Parce qu'il y a, je reviens à mon idée de cerveau droit. Pour assumer, engager, je pense qu'il faut une maturité, que vous avez beau avoir les meilleurs diplômes du monde, vous n'avez pas cette sagesse, cette réflexion. Et ce que je ne voudrais pas, je ne sais pas si je réponds exactement, mais je ne veux pas, moi, je n'oppose pas anciens et jeunes. Ils arrivent, comment on les intègre mieux, comment, sachant ce qui est en train de se préparer, comment on a des acteurs qui arrivent à faire ce maillage. C'est cette maïeutique intéressante entre ancien monde et nouveau monde, on va l'appeler comme ça. Voilà, c'est ça qui me soucie, si vous voulez. Mais il y a des gens sur les territoires qui ont cette capacité. Est-ce qu'ils vont le vouloir? C'est autre chose. Oui, monsieur. Il y a le temps et puis il y a l'espace. Alors l'avenir de ces nouvelles élites, il est à Gèdre Gavarnie ou il est à Shanghai? Eh bien, très bonne question. Mais c'est la question de la mondialisation. Il est à la fois à Shanghai et à la fois à Gavarnie. Et c'est pas vous voyez, ils ne vont pas opposer les choses comme ça. Nous, on les oppose, mais eux, ils ne vont pas les opposer. Et ils vont faire, vous savez je pense qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire 10 ans à Shanghai, 10 ans à Gavarnie, puis 10 ans ailleurs. Ils sont en plus, alors je ne vais pas insister là-dessus, mais ils sont beaucoup plus dans une logique de zapping. Alors nous, on le voit comme un zapping. Mais excusez-moi, on leur a dit à ces gens-là, vous allez changer 4 ou 5 fois de métier dans votre vie. Ils sont préparés. On ne leur a pas dit, monsieur, vous rentrez dans cette entreprise comme cadre machin et vous finirez PDG ou je ne sais pas quoi, ou vous finirez dans la même entreprise, qu'elle soit publique ou qu'elle soit privée. Ils ne sont pas du tout là-dedans. Et je trouve que c'est ça la richesse. Et c'est pas mon souci par rapport à votre question, c'est que je vois bien, on oppose cette façon de faire. Il ne faut pas l'opposer, elle est là. On fait avec, et comment elle apporte de la valeur au territoire, à la France, à l'Europe, etc. Voilà. J'avais dit Gèdre Gavarnie exprès, et pas Bordeaux ou Toulouse. Quand il rentrera de Shanghai, est-ce qu'il va aller à Gèdre Gavarnie ou est-ce qu'il va aller, par rapport à ce qu'on a vu au départ, dans de grandes zones urbaines? Je vous réponds, il y a une interrogation, mais il y a des germes de changement, comme on dit en prospective. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Alors vous regardez à Paris, il y a un observatoire des politiques temporelles, de plus en plus ces questions prennent le dessus parce qu'on se rend compte qu'on passe beaucoup de temps dans les déplacements, etc. Bon, enfin voilà. Et là, on a des chefs d'entreprise qui disent on a de plus en plus de jeunes qui sont de jeunes cadres supérieurs qui veulent changer de vie. On n'avait pas ça avant. En plus, on a des gens qui sont beaucoup plus déprimés d'une certaine façon, beaucoup plus de stress, parce que, en gros, ils passent l'essentiel de temps de travail, enfin, ils passent l'essentiel de leur temps au travail. Ils n'ont plus le temps de faire autre chose. Et je reviens à mon histoire de concilier les temps de vie professionnelle et temps de vie privée, et que l'arbitrage, si vous voulez, aujourd'hui, il le pose différemment que nos parents, nos grands-parents, etc. Et du coup,
ils se rendent compte que effectivement Shanghai, ça a été très bien pendant un temps, mais qu'aujourd'hui, ils ont envie d'autre chose. Et la chance qu'ils ont, eux, peut-être, c'est qu'ils ont accès à beaucoup plus, à condition d'avoir les moyens financiers. Parce que quand vous avez été expatrié à Shanghai, alors maintenant ça a changé, mais à une époque, vous avez 2 salaires et vous ne payez pas d'impôts. Et donc, selon où vous allez, dans les entreprises, vous pouvez avoir, en 10 ans, vous accumulez un petit pactole intéressant qui vous laisse le temps de voir venir. Et puis, il y a un autre truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui aussi se disent, tiens, j'ai un projet. J'ai un projet de développement, par exemple, sur les déchets du maïs. Et j'ai une idée, je vais récupérer les déchets du maïs, je vais monter une entreprise. Et ça, j'aimerais bien la faire là où je suis né, ou là où j'ai une maison de famille, etc. Donc je reviens à Gavarnie, je reviens dans les Hautes-Pyrénées, ou ailleurs. Oui. Oui, c'est votre approche par territoire qui m'est fait songer, et territoire urbanisé. Moi, je trouve que votre constat est assez alarmant dans le sens où il y a un territoire que vous n'abordez absolument pas, qui est pourtant un territoire de la République, qui est la banlieue. Dans ce constat que vous faites, moi je ne vois pas émerger une élite de la banlieue. Et c'est la notion de caste qu'évoque Jean-Paul Segat qui m'y fait songer. J'ai le sentiment dans ce que vous présentez qu'on est dans la reproduction, qu'on est dans du Lampedusa, on va tout changer, et au final rien ne va changer. Et les banlieues vont rester dans l'état où elles sont, avec, je pense, un potentiel très fort, avec des jeunes qui n'ont peut-être pas accès à l'université, qui n'ont peut-être pas accès aux écoles, mais qui ont une énergie, ont une jeunesse pour eux, une démographie pour eux, et qui sont totalement tenus à l'écart de vos études, de votre prospective. Et en termes de cohésion nationale, ça m'inquiète. Alors, évidemment, il aurait fallu développer beaucoup plus ça, mais c'est pas du tout écarté les banlieues, au contraire. Et c'est cette jeune génération. Mais il y a une élite. Mais quand l'élite de la banlieue, c'est quoi? C'est une élite culturelle. Vous les trouvez dans la danse, vous les trouvez dans toute la sphère culturelle et sportive. D'accord ? En revanche, là où vous mettez le doigt sur quelque chose de très important, et c'est pour ça que, entre autres, le concours national de Sciences Po a voulu ouvrir, effectivement, mais là où vous touchez le doigt, pour moi, qui est très important, c'est l'énergie. On a besoin aujourd'hui d'une volonté de transformer ce monde-là, d'accord ? Et ceux qui sont déjà installés, c'est pour ça que je m'interrogeais, si vous voulez, à leur capacité de transformer le monde. En revanche, c'est les gens, comme vous dites, ceux qui sont dans les banlieues, qui ont cette énergie de vouloir changer ce système-là. Eux, ils ont une réelle énergie. Mais est-ce que la République, pour ça, il faut les former. Ce travail d'élite a besoin de manipuler des informations qui sont devenues de plus en plus complexes. Ça n'a rien à voir avec leur intelligence, ça a à voir avec leur formation. Mais quand, dès le départ, vous avez des gens, comme j'ai pu le voir dans certains territoires de banlieue, où l'institutrice demande « Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ?» On dit « Je veux faire camionneur ou femme de ménage comme mon papa ou ma maman. » Donc, comment vous voulez changer ça? L'enjeu, ou éventuellement, j'aurais pu être plus ironique en disant « Je veux être dealer comme mon grand frère. » Enfin, à la limite, ça aurait pu ça. Mais parce que lui, en plus, il gagne beaucoup d'argent. Donc, c'est ça mais ce que je veux dire, et ce que je rejoins l'histoire de la caste, moi, j'appelle à cette ouverture. C'est que c'est ce regard qui arrive. Ils viennent polluer, enrichir le regard de ces gens qui sont aux manettes du pouvoir. Parce que c'est vital. Sinon, effectivement, et là, je vous rejoins, on a tout pour se reproduire, faire, et encore pire qu'avant. Voilà. Mais, encore une fois, je voudrais simplement dire, on est 1/5 des pays riches se partagent les 4/5 des richesses mondiales. Parmi ces 1/5 des pays riches, on fait partie des gens qui sont plutôt dans le haut du panier. Et quand vous mettez tout bout à bout, je peux vous dire que la France, c'est loin d'être le pays le plus dramatique. Malheureusement, quand l'OCDE fait une enquête sur comment vous voyez l'avenir, on est au niveau de l'Afghanistan. Même l'Afghanistan est plus optimiste que nous. Et je pense que ça, je reviens à ce regard de l'élite.
c'est le regard de l'élite sur son pays, qui arrête de dire que c'est un pays qui s'enfonce. Et pour arrêter, parce que ceux qui étaient là avant, ils ont tendance à tenir ce discours. Pour que ce discours s'arrête, il faut évidemment des jeunes qui arrivent avec de la pêche, en disant mais non, on peut transformer ces choses-là. Mais je reviens à ce que j'ai dit, c'est que ces jeunes-là, au bout de 5 ans, quand ils se seront bien épuisés, d'accord, ils diront mais ciao. Là, pour le coup, ils iront à Shanghai. Là, pour le coup, ils iront ailleurs parce qu'ils diront la France. Et regardez toute la pub qu'on fait aujourd'hui sur les jeunes qui vont étudier en Australie, etc., ailleurs. Et tout le monde dit, ben, le mieux, c'est de faire tes études ailleurs. Alors, c'est pas faux, mais il faut pas le voir comme ça. On est avant, c'est comme le compagnonnage. Ramenons les choses à l'époque du Moyen-Âge. Pour former quelqu'un, il fallait surtout pas qu'il reste dans son village. Il fallait qu'il suive des maîtres. Et la formation aujourd'hui, elle s'est largement plus mondialisée. Donc on est aussi, et au contraire, il faut encourager les gens à aller dans d'autres pays. Ce qu'il faut surtout penser, c'est qu'il faut qu'ils aient l'intention de revenir de Shanghai à Gavarnie pour créer de l'activité, avoir un projet d'entreprise, etc. Et de créer des emplois derrière. Voilà. Et ça c'est... Il faut le penser maintenant. Quand on éduque les enfants, c'est dans les familles, mais aussi, bien sûr, au lycée, etc. Oui. Oui, j'ai 2 questions à vous poser. Tout d'abord, est-ce que justement par votre vécu de consultant, d'intervenant dans des territoires, vous observez justement des territoires où ce que vous identifiez comme les facteurs d'évolution nécessaires commencent à être mis en œuvre, justement pour intégrer les nouvelles élites ou faire évoluer un mode de gouvernance et d'émergence d'un projet? Est-ce que vous l'avez observé et est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Et le deuxième aspect, c'est par rapport à l'évolution de notre système politique et administratif dans les territoires et justement la réforme territoriale et à ces différentes tentatives ou rapports. Quel est votre regard là-dessus? Est-ce qu'à votre avis, il y a des conditions d'évolution qui commencent à être réunies ou est-ce qu'on va être à nouveau dans un blocage? Sur la première question, j'ai plein de petits exemples, mais je vais en donner un. C'est en cours. C'est le territoire de Roanne. Territoire de Roanne, pour vous, tout le monde connaît Roanne, donc dans la Loire. C'est un territoire qui a subi pendant 20-30 ans une crise économique industrielle très forte. Et c'est aujourd'hui, mais peu de gens le savent, c'est un territoire qui a reconstruit et est en train de développer un nouveau tissu économique. D'entreprises, pas d'entreprises qui sont dans le champ résidentiel, commerce, etc. Des entreprises industrielles qui exportent des produits dans le monde entier. Là, il y a de jeunes chefs d'entreprise qui étaient ailleurs, qui sont venus sur le territoire rouennais, qui sont rentrés dans les instances de décision, comme les chambres de commerce, et qui ont une vraie volonté de changer l'image qu'on a du Rouennais, de développer un autre territoire et de faire prendre conscience aux Rouennais, aux vieux Rouennais, on va dire ça comme ça, du potentiel de ce territoire. Et ces gens-là, ils se sont investis, c'est des entrepreneurs pour la plupart du temps, il y a aussi des gens du public qui travaillent dans l'agglomération, dans la ville, qui aiment ce territoire, qui ont fait des études, bien sûr, à l'extérieur, qui sont revenus sur ce territoire pour développer un projet, etc. Et qui ont vraiment, et qui s'engagent et qui font partie de l'élite. Et ils ont tous à peu près moins de 40 ans. Et c'est parce qu'ils sont là, et parce qu'ils sont intégrés dans la sphère des anciens décideurs, que ça bouge. Voilà un exemple concret. Et je pense que il y a d'autres cas. Et ils vont, par contre, c'est là, on va voir la suite. On est en train la question, c'est Roanne 2025, quel positionnement territorial sur ce territoire. Alors, on a trouvé une piste, mais cette piste-là, comme elle sort un peu du cadre, je ne peux pas trop en parler là, il faut qu'elle soit partagée par les acteurs.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire... Là, il y a un positionnement qui serait intéressant, qui serait un peu différent de ce qu'on a aujourd'hui. Et ce qu'on cherche sur un territoire comme celui-là, c'est d'avoir une stratégie qui soit un peu différenciante des stratégies, par exemple, métropolitaines ou des autres territoires. Et eux, ils ont... Je peux vous dire qu'ils assistent aux réunions publiques, ils défendent la chose publique. Et c'est... Moi, je trouve que, en plus de l'entrepreneur, de sa vie d'entrepreneur, il investit à fond dans le territoire. Mais du coup, et c'est ça qu'à mon avis qu'il faut arriver à trouver le clic, c'est que cet investissement dans le territoire, il n'est pas il n'est pas gratuit. Gratuit au sens, en fait, c'est parce qu'ils vont créer un territoire différent, nouveau, que ça va avoir un impact sur le développement des entreprises. Aujourd'hui, les facteurs de compétitivité sont pas tellement matériels, sont devenus plus immatériels. Notamment Pierre Vels, il y a un bouquin très intéressant qui s'appelle « Des lieux et des liens », qui 120 pages. Je vous conseille de le lire parce que ceux qui l'ont pas lu, c'est relativement limpide, et qui montre qu'en fait, les facteurs de compétitivité sont socialement construits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est parce que des acteurs publics et privés se parlent, travaillent ensemble, et qui sont capables de régler des problèmes, non pas dans un an, mais très vite. Et ce que Roanne est en train de faire, c'est ça. Grâce, ou à cause, je ne sais pas, on peut dire ça en commun, à cette jeune, en tout cas en partie, à cette jeune génération, qui apporte ce sang neuf, cette énergie, comme on disait tout à l'heure, etc. Et mais ce que j'expliquais un peu tout à l'heure, mais ça va arriver à d'autres territoires, c'est que Roanne est une terre d'entrepreneurs. Les gens sont partis, et à un moment donné, ils ont plus ou moins réussi, et ils ont eu envie de revenir dans leur territoire, avec un projet de développement. C'est un mélange, si vous voulez, d'affect et de rationalité. Et ils ont trouvé l'opportunité à un moment donné de développer ça, etc. Et puis il y a eu des stratégies, il faut bien le dire, des acteurs du Rouennais pour attirer ces entreprises. Parce que quand le tissu industriel du textile et de l'armement a commencé à disparaître, à avoir des problèmes, il a fallu imaginer des solutions de remplacement. Et qu'il n'y a rien de pire sur un territoire, comme on peut en voir par exemple l'Ardèche méridionale, c'est un territoire qui est hyper résidentiel, 70% de l'activité vient de ce levier de la consommation. Et on voit que les territoires les plus robustes face aux aléas de l'environnement, ceux qui créent le plus d'activité, de valeur ajoutée, ce sont les territoires qui combinent deux moteurs, le productif et le résidentiel. Eh bien la chance de Roanne, et c'est ça, il faudra attendre encore 1 ou 2 ans, mais j'ai déjà les chiffres sur 20 ans, c'est-à-dire qu'on voit très bien disparaître toute la vieille industrie, et ce qui est en train de croître, c'est toute cette jeune industrie. Alors, c'est plus le même type d'industrie, c'est une industrie peut-être plus immatérielle, plus différente, mais elle est en train de pousser. Et elle est en train de pousser parce que, et c'est là, je pense qu'il y a un argument, il y a un autre argument qu'on va en tout cas développer, c'est parce que sur ce territoire, il y a des atouts qui sont, si on les combine bien, qui deviennent très spécifiques. En gros, Roanne, vous avez une qualité de vie qui est plus accessible à un très bon marché. Le prix de l'immobilier, le prix du foncier, ça n'a rien à voir, y compris même avec des villes de même envergure. Le Rouennais, c'est un territoire qui est intégré, c'est pas une ville. Quand on parle du Rouennais, comme disait Brodel, on parle du Rouennais, c'est de la ville et de la campagne et de son agglomération. C'est un espace intégré, ce qui n'est pas la même chose que Saint-Étienne, par exemple. Donc cette accessibilité à la vie locale et il y a un hôpital, c'est un hôpital tout à fait... Non mais pour cette ville-là, qui est pas mal en termes de services. Premier employeur du territoire, je crois que c'est 2000 emplois, avec un certain nombre de services intéressants, donc qui sont très structurants. Donc ça fait partie, si vous voulez, de l'attractivité. Et c'est là où la santé, à mon avis, va jouer un rôle majeur, c'est qu'elle va proposer, si vous voulez, c'est un élément fondamental de l'attractivité de demain. Et sur ce territoire, donc, premier truc, c'est qu'il y a un ensemble de ressources, et on est à proximité de ressources qui sont vitales pour se développer, pour vivre. Vous n'êtes pas obligé de vous faire soigner à Saint-Étienne ou à Lyon. Deuxième élément, c'est que, je l'ai dit, je ne reviens pas trop là-dessus, c'est qu'à cause de la crise, les acteurs ont été obligés de se parler, ce qu'ils ne faisaient pas. Voilà. Ils ont été obligés de se parler. Alors, c'est pas venu comme ça. Hein. Au départ, ça s'est un peu frité. Mais comme de partout, il y a des problèmes
politique, mais ils se parlent. Et quand je vous dis ils se parlent, vous avez des réunions, vous avez la chambre de commerce, vous avez l'élu, et quand il y a un problème, ils s'appellent directement. C'est dans le même espace tout ça. Ça va très vite. C'est un coup de fil, c'est une vision. Vous passez pas par, vous n'êtes pas à la métropole, ou vous n'êtes pas à Paris, vous n'êtes pas à Marseille, vous n'êtes pas à Lyon. Ça passe par des strates infinies et la décision prend trop de temps. Et le dernier élément, c'est ça aussi qui a changé un peu les choses, c'est que la 89 est arrivée. Donc il y a eu, mais en soi, j'allais dire, ce territoire était déjà comme ça. Mais c'est comme l'objet qui arrive inattendu, qui modifie la représentation des acteurs. Et avec cette A89, les acteurs se sont sentis beaucoup moins isolés qu'avant. Et donc en fait, Roanne est très bien positionné, si vous voulez, entre Lyon et Clermont. Il est aujourd'hui, il y a du très haut débit. Donc il y a cette autoroute. Le TGV peut-être à 2025 qui va passer par là. Donc ça vous fait un territoire beaucoup plus ouvert, un territoire beaucoup plus connecté. Et aujourd'hui, avec les modes de vie, donc vous pouvez très bien vivre à Roanne, aller à Paris, voyager dans le monde entier. Mais si c'est là que vous voulez vivre, vous pouvez le faire. Et donc dans l'esprit, si vous voulez, de ça, on pourra, sur ce territoire, ou peut-être sur d'autres aussi, on pourra mieux concilier les temps de vie sur ce territoire qu'ailleurs. Et beaucoup mieux qu'à Lyon, ou beaucoup mieux qu'à Paris, ou beaucoup mieux qu'à Marseille. À des coûts beaucoup plus intéressants. Voilà une des raisons, si vous voulez, et en tout cas à développer l'attractivité. Votre deuxième question ? Alors, franchement, la réforme territoriale, depuis le temps qu'on en parle, je crois, il y avait un rapport du Sénat qui disait que si on supprimait un peu toutes les échelles, je crois que c'est 20 milliards d'économies. On veut supprimer le département, enfin, donc, potentiellement, il y a beaucoup d'économies à faire. Vous avez tous vu, que ça soit à droite ou à gauche, dès qu'on veut supprimer un truc, on a une levée de bouclier, et puis il y a des arbitrages, et puis voilà quoi. Donc, forcément, il y aura une réforme. La question... Oui, non, mais ça, c'est pour moi, c'est pas vraiment... Moi, quelqu'un a dit allié, c'est ça ? On a aujourd'hui un projet de loi. Oui, on a un projet de loi. Mais la question qui va se poser, pour moi, elle est centrale. C'est dans une reconfiguration des territoires, je sors de la politique, où on va concentrer les ressources dans les métropoles. Quid des autres territoires, l'accès à ces ressources ? Donc, si on change la carte politique, il faut qu'on intègre cette question là-dedans. Et que les décisions qui vont se prendre dans les arbitrages politiques, elles soient déjà pensées avec ce découpage et non pas cette vision politique combien de postes de députés, combien de postes de conseillers généraux, etc. Et de toute façon, il faut une simplification. La simplification, elle va y aller. Ce qui est embêtant, c'est de supprimer la commune. Parce que la commune, je reviens, mais aujourd'hui, la commune est quasiment, à part le pouvoir, le seul pouvoir encore, c'est pour certaines communes, c'est le foncier et la capacité au maire de décider de l'utilisation si, encore un peu, à cause de ça. Mais par contre, toute la vie locale, elle se passe là. Elle ne se passe pas à l'échelon régional ou à l'échelon général du département. Elle se passe dans les communes. Quand Joxe avait sa réforme, justement, ça ne date pas d'aujourd'hui, quand Mitterrand était là, Joxe avait un projet de suppression des communes, de réorganisation de l'espace politico-administratif français. Et Mitterrand lui a répondu, il dit, attendez, vous voulez finalement supprimer 2 millions de personnes. Il y a 1 million de personnes aujourd'hui qui font tourner la démocratie et il y a 1 million de personnes qui veulent prendre leur place. Donc il y a aussi un élément important, c'est que comment on fait aujourd'hui, et c'est ça, et l'équation est très compliquée, très complexe. Comment ne pas, parce que supprimer des échelons, ça voudra dire qu'on rentre dans un... Moi, mon inquiétude, c'est la peur de la technostructure. Voilà, c'est ça mon inquiétude. Et la peur de la technostructure, avec ce que j'appelais l'ingénieur hors sol, d'accord, déconnecté des réalités, là, vous avez un exemple qui vous entraîne là-dedans. Et je ne sais pas si cette réforme va intégrer ça, et je ne peux pas le dire. En tout cas, chaque fois que je peux le dire, j'essaie de le dire. Mais l'équilibre à trouver, il n'est pas facile. Et comment faire croire à des gens que vous êtes élus alors que vous n'avez pas de pouvoir ? Élu maire,
On n'a plus de pouvoir, simplement le pouvoir d'animation de cette démocratie, de lien, etc. Vous voyez, peut-être que personne ne voudra y aller. Est-ce qu'il y a d'autres questions auprès de M. Passini ? Écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre intervention et surtout les perspectives ou les questions qu'elle ouvre également sur l'évolution donc de cette problématique.